Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2653 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 4 novembre comme souvent avec des anniversaires. Et tout d'abord celui je pense du meilleur défenseur droit actuellement au monde. C'est tout simplement Achraf Hakimi, fête aujourd'hui ses 25 ans ce 4 novembre. On lui souhaite bien sûr un bon anniversaire, on reparlera de lui là dans quelques instants. Vu qu'hier il a joué avec le PSG, il a été très bon lors de cette journée de Ligue 1 hier soir. Et les autres anniversaires aujourd'hui par exemple, il y a Ener Valencia, l'attaquant équatorien, vraiment attaquant sous-côté. Ce joueur Valencia qui avait marqué quelques buts quand même lors du dernier mondial, il fête aujourd'hui ses 34 ans. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier soir en Europe en championnat. Et on commence en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain qui recevait l'équipe de Montpellier. Et c'est une victoire 3-0 pour le PSG. Ça a été le cas lors des derniers matchs. Il y a eu un 3-0 contre Milan, il y a eu un 3-0 contre Strasbourg également. Donc les 3 derniers matchs, c'est 3 fois 3-0 pour le PSG. Donc Kangin Lee, Warren Zaïre-Emery et Vitinha où il était les 3 buteurs côté Paris Saint-Germain. Donc ça a été vraiment un match totalement maîtrisé de la part des Parisiens. Montpellier n'a jamais eu l'opportunité en gros on peut dire de gêner le PSG. Le PSG était largement au-dessus. Donc les stats de la partie, 71% de possession de balle, 21 tirs, 10 tirs cadrés et ça fait 3 buts. Donc Montpellier c'est seulement 7 tirs, 2 tirs cadrés dans le match. Donc ça a été très compliqué pour le PSG. Sans souci c'est imposé 3-0. Et du coup, c'est une victoire nette et sans bavure, comme j'ai dit les gars, c'était vraiment une victoire très maîtrisée des Parisiens. Il n'y a rien à dire, une victoire totalement logique. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, après cette victoire du PSG, joie de recevoir. Donc le PSG a déroulé son jeu à domicile et Warren Zaïre-Emery a encore marqué, bien servi par un Ousmane Dembélé insaisissable. Voilà les Parisiens, leaders provisoires de la Ligue 1, parce que c'est ce qu'on peut retenir de cette soirée hier soir du côté de la Ligue 1, c'est que le PSG est provisoirement leader de la Ligue 1 depuis le début de la saison. Ils avaient du mal, ils ont été 4e, 5e, puis là il grappille des places, 3e, 2e avant le match et maintenant premier provisoire en attendant le match de Nice ce week-end. Donc regardez le classement, donc le PSG en tête avec 2 points d'avance sur Nice. Donc Nice, s'il gagne ce week-end, bien sûr, repassera devant l'équipe du PSG. Bon là, le Paris Saint-Germain actuellement leader et l'équipe de Montpellier actuellement à la 11e position avant les matchs du week-end. On continue bien sûr sur cette rencontre hier. On va parler d'Ousmane Dembélé qui a fait un gros match. Donc il n'a pas marqué, il a eu des occasions. Bon, à chaque fois ça a été détourné tout ça. Mais vraiment dans le jeu, il a été énorme. Et Dembélé a probablement fait son meilleur match sous le maillot du PSG hier soir avec notamment une jolie passe décisive pour Warren Zaïre-Emery. Donc je regarde le match bien évidemment et c'est vrai qu'il a fait une belle partie. Après ce qu'on veut de lui, c'est qu'il soit un peu plus décisif, enfin surtout en termes de but, qu'il soit décisif parce qu'il n'a toujours pas été en termes de buteur. Mais voilà, il a fait une magnifique passe pour le but de Warren Zaïre-Emery et qui continue comme ça, bien sûr, avec ses crochets, tout ça. Ça a beaucoup mieux là, ces derniers matchs pour Dembélé que lors des premières rencontres où c'était très compliqué pour lui. On va parler aussi de Kangin Lee. Il a commencé titulaire, il nous a fait un gros match. Donc buteur contre l'équipe de Montpellier, magnifique but avec une passe D de Hakimi, Mbappé, là l'espace entre ses jambes et Kangin Lee finit. Donc il a été buteur contre Montpellier, buteur contre Milan AC, c'était mercredi dernier. Et passeur D contre l'équipe de Brest, il a quelque chose, ce Coréen bien évidemment. Et lors de ce match hier, il a tenté 47 passes, les 47 ont été réussies. Pas de passe imprécise où ça a été en touche ou donné directement à un joueur de Montpellier. Dans toutes ces passes ont été très bien faites. Donc voilà, félicitations à lui. Donc il a joué 62 minutes lors de cette rencontre. Un but, 73 ballons touchés, donc 47 passes tentées, 47 passes réussies, soit un taux de réussite de 100%. Et 6 duels remportés sur 9 tentés. Donc voilà, un gros match de la part de Kangin Lee. On va parler bien sûr maintenant d'Achraf Hakimi, on a parlé tout à l'heure de son anniversaire et c'est vrai qu'il nous a fait un très gros match hier soir, donc doublé de passes décisives pour Achraf Hakimi ce soir, donc le Marocain est très chaud en ce début de saison. Donc Hakimi sur ses 11 derniers matchs, donc c'est 4 buts et 5 passes D, c'est pas mal, n'oubliez pas qu'il joue latéral droit, il joue pas attaquant, il joue pas ailier, il a des stats quand même à 4 buts et 5 passes D, donc des meilleurs stats on peut dire qu'Ousmane Dembélé, qui est joueur devant lui dans le couloir droit du côté du PSG. Donc le latéral marocain réalise pour l'instant un excellent début de saison. C'est pour ça qu'actuellement, pour moi, au monde, c'est lui le meilleur défenseur droit de la planète. Et toujours avec Hakimi, donc il rend hommage à Oussama Falou, joueur du Wydad Casablanca, décédé cette semaine des suites d'un accident de voiture survenu il y a 3 semaines. C'est pour ça qu'en dessous de son maillot, il avait mis ça. Achraf Hakimi. Regardez, c'est ce qu'il a publié sur ses réseaux sociaux, Instagram par exemple. Donc j'en ai parlé hier de ce joueur, les gars. J'en ai parlé en tout début en plus d'épisode qui nous a quittés. Donc voilà, on pense fort à lui. On pense fort bien sûr à sa famille. On continue toujours
toujours sur cette rencontre du Paris Saint-Germain, on va parler cette fois-ci du jeune Warren Zaïre-Emery et il continue, c'est incroyable, vraiment là, il a passé un cap quand même cette saison, c'est incroyable. Donc les 10 derniers jours exceptionnels de Warren Zaïre-Emery, donc mercredi 25, donc à peu près 2 semaines, 2 passes D, élu homme du match, dimanche 29 buteur et c'était contre Brest dimanche dernier et là hier buteur également, donc déjà il est bon dans le jeu, il fait des passes D et maintenant il marque des buts. Voilà, vraiment un joueur complet. Un petit rappel, il a seulement 17 ans. Le jeune Warren Zaïre-Emery, il n'a même pas encore 18 ans, il nous fait des matchs comme ça. Donc regardez ses derniers matchs, donc buteur contre Brest, contre Montpellier, sinon c'était que des passes D avant, doublé contre Milan, assez de passes décisives, contre Rennes ou même contre Newcastle, où il y avait lui qui avait sorti un petit peu la tête de l'eau, sinon tous les autres avaient été hors sujet lors de cette rencontre perdue par le PSG 4-1. Donc voilà les derniers matchs de Warren Zaïre-Emery à seulement 17 ans. Et c'est vrai, rendez-vous jeudi, parce que jeudi, on sera le combien, peut-être le 9 je crois, et ça sera la liste de Deschamps. Et on peut penser, donc moi j'ai pu voir pas mal de choses qui devraient bien être appelées. Warren Zaïre-Emery avec l'équipe de France A pour les 2 prochains matchs contre la Grèce et contre Gibraltar. Toujours sur ce match du côté du PSG, on va parler aussi de Nordi Mukiele parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu titulaire du côté de Paris. Et première titularisation pour lui depuis le 4 mars 2023. On est quand même le 4 novembre, ça faisait quasiment 6 mois à peu près qu'il n'avait pas joué. Donc c'était lors d'une victoire 4-2 face à Nantes. Il a fait son retour surtout dans le 11 titulaire et ça fait plaisir bien sûr pour Mukiele. Du côté de Montpellier, donc ça a été compliqué. Donc Michel Derzakarian compte 12 défaites en 12 matchs disputés en tant qu'entraîneur face au PSG au Parc des Princes en compétition officielle. Donc voilà, chaque fois qu'il se déplace, que ce soit avec Montpellier ou même ses anciens clubs, qui coachait avant l'équipe de Brest, donc il venait souvent bien sûr au Parc, à chaque fois il perdait. Et par exemple, les derniers matchs de Montpellier contre l'équipe du PSG au Parc, à chaque fois c'est des gros résultats. Donc là, hier soir, il y a eu 3-0. La saison dernière, il y a eu 5-2, il y a eu un 2-0, 4-0, 5-0, 5-1, 4-0, 2-0. Donc voilà, Montpellier a chaque fois beaucoup de mal à essayer même de gêner un tout petit peu l'équipe parisienne du côté du Parc des Princes. Donc voilà ce qu'on va dire sur ce Paris Saint-Germain-Montpellier où le PSG a totalement maîtrisé bien sûr la rencontre. Le programme de cette 11e journée avec le reste des matchs. Donc aujourd'hui, Lorient-Lens, c'est à 17h et Marseille contre l'équipe de Lille. On en parlera tout à l'heure à 21h. Et sinon, il y a le programme de demain avec Lyon-Metz à 13h où ça sera victoire obligatoire des Lyonnais. Surtout que Lyon a toujours pas de victoire et joue contre Metz qui est une équipe aussi qui va lutter pour se maintenir en Ligue 1. Donc il ne faut pas perdre contre les concurrents directs. On a déjà fait dernier coup contre Clermont, ils avaient perdu. Donc là, il n'y aura pas le choix. Pour Lyon, il faudra s'imposer. Il y aura Nantes-Reims, il y aura un Strasbourg-Clermont, il y aura Toulouse-Le Havre, Monaco-Brest et Nice-Rennes pour finir, bien sûr, cette 11e journée de Ligue 1. On continue avec les autres rencontres. Hier soir, il y avait aussi quelques autres matchs dans les autres ligues. Tout d'abord, en Espagne, et Las Palmas bat l'Atlético Madrid 2-1 et crée la surprise. Les Colchoneros manquent l'occasion de revenir provisoirement à hauteur du Real Madrid et de Girone. Ils auraient gagné ce match hier. Ils auraient été même premiers parce qu'ils ont une meilleure différence de but que Girone et les Real. Les deux sont premiers ex-aequo, mais l'Atlético aurait gagné hier. Ils auraient été premiers, leaders de cette Liga. Et du coup, ils ont perdu. Donc, ils ratent le coche, on peut dire, de rejoindre bien sûr les deux clubs actuellement en tête. Donc les statistiques de la partie, donc Las Palmas efficace, 3 tirs cadrés, 2 buts inscrits par cette équipe, alors que l'Atlético 5 tirs cadrés pour seulement 1 but inscrit. Donc voilà, 2 photos de la rencontre hier. Et je dis, l'Atlético reste du coup à cette 3e position et le Real Madrid et Girone toujours en tête avec 28 points. Mais une meilleure différence de but du Real par rapport à l'équipe de Girone. Le programme aujourd'hui, on parlait de Girone, ils se déplacent à 14h là, Osasuna, match compliqué pour eux. Betis Mallorca, le Celta Vigo contre le FC Séville et ce soir la Real Sociedad contre le Barça. A noter que la Real Sociedad est 5e, le Barça 4e. Bon, il y a quand même il y a 5 points d'écart, même si le Barça perd du côté de la Real Sociedad, ils resteront 4e. Mais voilà, c'est le 5e contre le 4e. N'oubliez pas que ces deux équipes jouent en Ligue des Champions cette saison. Donc voilà, le gros programme foot en Espagne aujourd'hui. Du côté de l'Allemagne, il y avait une rencontre hier, Darmstadt contre Bochum. Darmstadt qui avait pris un 8-0 il y a quelques jours contre le Bayern. Mais ils ont de nouveau perdu, cette fois-ci chez eux contre Bochum. Une défaite 2-1. Donc niveau classement, ça donne quoi? Ça donne que Darmstadt là, qui s'était incliné, donc son 15e, attention à cette équipe qui frôle maintenant avec la zone rouge. Il a noté qu'Union Berlin, les gars, est quand même 16e. Et il joue la Ligue des Champions, mais il reste sur 11 défaites d'affilée, son 16e premier relégable, on peut dire. Et sinon, c'est toujours dominé par la Bayer Leverkusen, Bayern Munich et Stuttgart et Dortmund, les 4 premiers de cette Bundesliga. Le programme du jour, donc là, il y a une grosse affiche en Allemagne. C'est tout simplement le classiqueur entre Dortmund et le Bayern Munich. C'est aujourd'hui à 18h30, cette grosse rencontre. Donc voilà, il y a aussi Leipzig qui se déplace à Mayence ou par exemple Union Berlin qui reçoit
reçoit l'équipe de Francfort. Du côté de l'Italie, il y avait un match également hier. Bologne contre la Lazio et c'est Bologne qui s'impose. Petite victoire, mais une victoire qui donne 3 points. Une victoire 1-0 et du coup Bologne s'impose et Bologne du coup est copié en classement. Ils sont 6e, pas mal derrière les grosses équipes comme Naples, Atalanta, les 2 Milan, même la Juve. Il y a Bologne qui est 6e actuellement. Et la Lazio, ils sont même derrière, ils sont 8e actuellement de ce classement italien. Le programme aujourd'hui, Salernitana contre Naples, Atalanta Bergame contre l'Inter. Belle affiche et AC Milan ce soir contre Udinese. L'AC Milan bien sûr avant de recevoir le Paris Saint-Germain mardi soir en Ligue des Champions. Ils vont devoir faire bien sûr une belle partie pour se mettre en pleine confiance avant ce match de LDC. Du côté de l'Angleterre, il y avait un match, c'est de la Championship, mais c'était une grosse affiche. Le premier contre le troisième, Leicester contre Leeds. Et c'est Leeds qui s'est imposé du côté de Leicester. Pourtant Leicester, je crois qu'ils avaient tout gagné à part une défaite avant ce match-là. Du coup, deuxième défaite pour Leicester. Sinon, il reste qu'avec des victoires. Bon, félicitations à Leeds qui s'impose et 3 points très importants. Et classement, ça donne quoi? Donc Leicester toujours en tête. Leicester a toujours quand même 11 points d'avance sur Leeds qui les ont battus hier. Donc voilà, Leeds est 3e. Donc n'oubliez pas, c'est les 2 premiers qui monteront en première ligue saison prochaine. Puis après, il y aura 3, 4, 5e et 6e. Ce sera un système des barrages tout simplement pour monter en PL. Le programme, tiens, en première ligue aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas de match hier, mais il y a des matchs aujourd'hui. Donc Fulham, Manchester United, un petit rappel à Manchester reste sur 2 défaites, 3-0 à domicile. Là, ils vont devoir gagner et surtout prendre des points à Fulham. Donc il y aura un Brentford, West Ham, Burnley, Crystal Palace, Everton, Brighton, City contre Bournemouth, Sheffield, Wolverhampton et Newcastle contre Arsenal au programme aujourd'hui du côté de la première ligue. Bien sûr, grosse journée de football. Du côté de la Turquie, il y avait une rencontre hier, Galatasaray contre Kasım Pasa. Et le Galatasaray s'est imposé 2-1. Et c'est Wilfried Zaha, l'ancien joueur de Crystal Palace, qui a inscrit le doublé. On peut voir Zaha 33e et Zaha 52e. C'est lui qui a inscrit les 2 buts pour son équipe du Galatasaray. Toujours rapidement sur cette rencontre, ce tifo exceptionnel des supporters du Galatasaray lors du match hier soir pour célébrer le 100e anniversaire de la République de Turquie. C'est pour ça qu'il y avait ce magnifique tifo hier. Et niveau classement, ça donne quoi avec cette victoire du Galatasaray? Le Galatasaray, on peut voir que du V. Regardez l'état de forme. Un peu comme le Fenerbahçe, que du V, donc que des victoires. Donc ils ont 31 points. Et le Fenerbahçe juste derrière 30 points. Après, il y a un creux quand même de 10 points. Le deuxième entre le troisième, il y a 10 points d'écart, 30 et après on passe à 20 points. Donc voilà, ça va certainement. On est encore loin à la fin du championnat, mais il y a des chances à ce jeu entre le Galatasaray et le Fenerbahçe, ce titre de Turquie. Mais bon, c'est pas maintenant, bien sûr, ça sera au mois de mai qu'on saura le vainqueur. Du côté du Portugal, tiens, Porto qui jouait un match contre Estoril et Porto s'est incliné avant de jouer leur match de Ligue des Champions contre, ça sera qui, Antwerp, je crois, qui joue la semaine prochaine en LDC. Mais ils ont perdu 1-0 en championnat, cette équipe de Porto hier soir. Estoril efficace, 3 tirs cadrés, 1 but, alors que Porto ils ont tenté beaucoup de frappes, tout ça, mais ils n'ont pas réussi à marquer le moindre but. Et Porto du coup stagne à cette 3e position alors qu'ils ont un match de plus par rapport au Benfica, même le Sporting, les 2 premiers de cette Liga portugaise. Du côté de l'Arabie Saoudite, il y a l'équipe de Al Hilal où joue par exemple Koulibaly, Neymar, bon il est blessé, mais voilà, ils ont gagné 2-0 hier. Il y avait un match contre Al Fateh, donc félicitations à cette équipe de Al Hilal. Et l'équipe de Benzema ou même Kanté ou même Fabinho, Al Ittihad, c'est pas fou Al Ittihad cette saison, ils ont perdu 1-0 contre Al Shabab. N'oubliez pas que Al Ittihad, c'est eux qui ont remporté le championnat saison dernière, ils sont arrivés premiers devant Al Nasser, l'équipe de Ronaldo. Mais là actuellement, ils font pas mal de contre-performances. Regardez, ils sont seulement 6e du classement, l'équipe de Benzema. Attention parce qu'ils ont 21 points et après le premier Al Hilal en a déjà 32, ils ont déjà 11 points de retard sur le premier. Donc, alors qu'ils ont gagné le championnat saison dernière, Al Ittihad. Donc voilà, ça va pas fort. Et n'oubliez pas que c'est seulement les 2 premiers qui se qualifient pour la future Ligue des Champions asiatiques, ce qui veut peut-être dire que Benzema peut-être pourrait jouer, enfin s'il reste dans cette équipe, ne pas jouer la LDC asiatique saison prochaine, il jouerait seulement le championnat, ce serait plutôt léger pour lui. Donc voilà, attention à cette équipe de Al Ittihad, il va falloir prendre des points. Donc Al Nasser ou même les autres grosses équipes comme Al Ahly jouent aujourd'hui dans le championnat saoudien. Rapidement, on revient en France, on va parler aussi du National qui avait lieu hier, avec tous ces matchs et toutes les rencontres là. Donc je sais pas, tiens, Cholet s'est imposé 1-0, Châteauroux a perdu 3-0 contre cette équipe de Rouen. Rouen, c'est une équipe qui monte de N2 en N1 et actuellement ils sont quand même 2e du classement. Ils peuvent refaire, pourquoi pas, l'ascenseur et monter en Ligue 2. Parce qu'actuellement ils sont 2e. Dijon, tiens, je suis content, ils ont gagné 2-1 contre Versailles, où Nancy a fait un partout contre Sochaux et Sochaux a égalisé en toute fin de match grâce à un but en pleine lucarne, une frappe de plus de 30 mètres en lucarne, c'est fou. Et Nancy, les gars, est quand même 17e de National après 2 journées. C'est une catastrophe. Pourtant, regardez, il y avait magnifique tifo, enfin pas des tifos aussi, peut-être un petit tifo là, mais beaucoup de fumigènes qui ont été craqués, beaucoup d'ambiance quand même pour un match de 3e division, mais ils sont 17e sur 18 Nancy. Et surtout en national, ce qui est fou, c'est qu'il y a 6 descentes. Chaque année, il y en a 6 qui descendent et pour l'instant, ils sont avant-dernier Nancy. N'oubliez pas que c'est une équipe, il y a quelques années, je sais plus, peut-être 7-8 ans, ils jouent en Ligue 1 et ils pourraient descendre en National 2, donc encore d'un échelon inférieur. Donc attention à eux. Et c'est toujours le Red Star qui est en tête. Le Red Star n'a pas joué hier, ils joueront lundi soir contre
contre New York est troisième. Bon, le Red Star a toujours quand même 7 points d'avance sur Rouen, le deuxième du classement de national. Du côté de la Ligue 2, il y a des matchs aujourd'hui. Par exemple, Saint-Etienne-Paris FC à 15h. N'oubliez pas que ce match se jouera à guichet fermé. Saint-Etienne deuxième. Si Laval fait un mauvais résultat à Annecy, Saint-Etienne pourrait être, pourquoi pas, leader. Voilà, à la fin de cette journée, on verra. On peut voir tous les autres résultats, bien sûr, du côté de la deuxième division française pour le jour d'aujourd'hui. On continue, les gars, on va parler du magazine France Football d'aujourd'hui. C'est ça, c'est Messi, c'est Bonmati qui font la une, et en gros, on a quelques infos en plus sur le Ballon d'Or de lundi dernier, sur la cérémonie. Et tout d'abord est officiel le récapitulatif des points parmi le top 10 du Ballon d'Or 2023. Donc Léo Messi est sacré avec 105 points d'avance sur Erling Haaland. En gros, il n'y a pas eu de concurrence, il a eu beaucoup de votes pour lui. Donc Mbappé est à 87 points du Norvégien. Donc joueur africain le mieux noté, c'est Osimhen, cumule 24 points, soit seulement 4 de moins que Julian Alvarez. Donc voici les points, parce que vous savez que c'est des journalistes qui votent. Et voilà, plus tu es mieux classé, plus tu as des points. Et en gros, celui qui avait le plus de points, c'est Messi. En gros, il n'y avait pas de débat. Il a quand même plus de 100 points, Léo Messi, par rapport à Erling Haaland. Donc voilà, Mbappé troisième, après Kevin De Bruyne qui a 170 points de moins que Kylian Mbappé. On peut voir là, chaque joueur. Et sur 92 votants, tous ceux qui ont voté bien sûr pour le Ballon d'Or, ils ont été placés en première position pour le Ballon d'Or. Donc Messi 65 fois, il a été mis en numéro 1 sur 92 votants. Donc voilà, plus de la moitié bien sûr. Donc Haaland 21 fois, Mbappé 5 fois et Bernardo Silva une fois qui ont fini en première position. Par exemple, tiens, le détail du vote du journaliste français au Ballon d'Or. Donc il a mis Haaland en première position, même pas Mbappé. Il aurait pu mettre Mbappé quand même en première position. C'est un journaliste français, bref. Donc il a mis Mbappé en deuxième, Messi troisième, De Bruyne quatrième et Vini Junior à la cinquième position. Le détail du vote du journaliste suisse, donc lui il a mis même pas d'Mbappé dans le top 5. Mbappé un triplé en finale de Coupe du Monde. Non, Saka par exemple a été meilleur il a fait une meilleure année parce qu'il n'est pas dedans. Haaland plutôt en première position, Vini et Bounou, même pas de Messi aussi. Messi qui a gagné la Coupe du Monde, il ne l'a pas mis dans le top 5. C'est le journaliste suisse qui a mis ça. Journaliste argentin, bon il a mis bien sûr Messi, depuis. Contrairement aux Français qui ne mettent même pas le Français en première position. Donc en Argentine, ils mettent bien sûr Messi, ils mettent même Alvarez en deuxième position. Martinez quatrième. Lautaro Martinez cinquième. Ils ont quand même mis Mbappé à la troisième position. Parmi les votants au Ballon d'Or, un seul journaliste n'a ni Messi, ni Haaland, ni Mbappé à la première place. Il s'agit du journaliste portugais parce qu'il a mis Bernardo Silva en première position. Je vous ai dit tout à l'heure que Bernardo Silva, une fois, il a été premier. C'est le journaliste portugais. Voilà, il n'y a que nous en France, les gars, qu'on met pas le Français en première position. Alors qu'il a fait quand même un triplé en finale, un meilleur buteur. C'est fou, bon, c'est comme ça. Donc voilà, le journaliste portugais a mis Bernardo, Vini, Messi, Haaland et Mbappé à la cinquième position. Et concernant, bon là c'est seulement quelques-uns que j'ai, sinon il y a toute la liste bien sûr dans le magazine France Football aujourd'hui de tous les journalistes de tous les pays, ce qu'ils ont mis par rapport à leur classement. Les votes, il y a de Léo Messi pour le trophée Copa et c'est Musiala qui l'a mis en première position parce que Messi a pu voter vu que c'est le capitaine de l'Argentine et tous les capitaines de toutes les sélections pouvaient voter. Il a mis Musiala, Pedri, Bellingham aux 3 premières positions et Zinedine Zidane, donc lui il a mis bien sûr Bellingham, donc déjà parce qu'il le mérite, puis on sait que Zidane est très ami avec Bellingham, donc il a mis en première position avec Pedri et Camavinga à la 3e position. Donc voilà les gars, rapidement on en reparlera peut-être là dans les prochains jours si j'ai d'autres classements à vous donner par rapport au Ballon d'Or. On continue, on va parler quelques infos mercato. Le FC Metz pense fortement à rapatrier Georges Mikotadze cet hiver. L'international géorgien n'a quasiment pas de temps de jeu à l'Ajax Amsterdam et pourrait peut-être faire son retour, pourquoi pas, sous une formule de prêt du côté de Metz et surtout reprendre du temps de jeu parce qu'il ne joue plus, enfin il ne joue pas, voilà, c'est plutôt ce mot pas qu'il faut utiliser pour Mikotadze. Il a peut-être dû jouer peut-être un quart d'heure depuis le début de la saison, c'est quand même incroyable, c'est quand même un scandale total. Donc voilà, Metz aimerait tout simplement le faire revenir. Officiel, Yaya Touré quitte le Standard de Liège et devient l'entraîneur adjoint de la sélection saoudienne. Il y retrouvera un certain Roberto Mancini qu'il avait côtoyé à l'époque du côté de Manchester City quand il était joueur et Mancini était le coach. Donc cette fois-ci, ça va être l'adjoint de Mancini du côté de la sélection d'Arabie Saoudite. Voilà, donc voilà, une petite info concernant Yaya Touré. Toujours avec les infos, on va parler d'Elias Benseghir, s'est blessé ce lundi à l'épaule et ne rejouera plus en 2023. Le jeune monégasque n'a déjà joué que 32 minutes en 10 matchs à cause d'une blessure à la cuisse. C'est un coup dur parce que lui vraiment c'est un très bon joueur, Benseghir. Le problème c'est les blessures. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs blessés, touché par les blessures, lui c'est ça, pourtant il est tout jeune. Donc on espère qu'il reviendra vite et nous montrer à nouveau ce niveau dont il est capable parce qu'on sait que c'est un très bon joueur. Donc bon rétablissement à lui. Bon rétablissement également à Neymar.
Neymar. Donc Neymar a été opéré, on peut le voir. Donc Neymar a été opéré de sa blessure ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche avec succès. Il sera absent de long mois, normalement 10 mois pour Neymar. Mais voilà, tout s'est bien passé lors de son opération maintenant. Repos pour lui. Puis après rétablissement, après il reprendra peut-être la course. Mais bon, là on parle de 2024, tout ça. Donc voilà, Neymar, tout est ok. Enfin, concernant son opération, tout s'est bien passé. Mateus Cunha sur Instagram, donc il est avec El-Nouri, son copain du côté de Wolverhampton, et René Nouri, un joueur algérien, lui a offert le maillot tout simplement de l'Algérie. Il l'a mis, Cunha l'a mis, j'aime trop l'Algérie, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Donc voilà, comme Mateus Cunha, n'oubliez pas que c'est un joueur brésilien, mais bon, il a porté le maillot de l'Algérie. Connaissez-vous Ronny Bardghili? Je crois que ça se dit comme ça, Bardghili, je sais pas, bref, c'est un joueur suédois, c'est un joueur, bon je connais pas trop les gars, mais c'est un joueur peut-être à surveiller parce qu'il a des très belles stats. Ailier de 17 ans, le jeune international suédois d'origine syrienne a déjà inscrit 10 buts cette saison avec le FC Copenhague. Voilà, donc surveillez bien sûr cette jeune pépite. Des nouvelles de Luis Suarez, donc c'est bouclé entre Grêmio et l'Inter Miami pour Luis Suarez, donc le joueur de 36 ans, il va bien rejoindre l'équipe de l'Inter Miami pour la prochaine saison. N'oubliez pas que la prochaine saison MLS, ça commence début février, donc là il va finir l'année avec Grêmio. Et après, il sera transféré gratuitement du côté de l'Inter Miami pour jouer. La première journée encore a lieu, je vous ai dit mi-février, où Messi, il jouera bien sûr dans cette équipe. Il connaît Messi, Busquets aussi, Alba, qu'on rejoint tous cette équipe de Miami. Voilà, pour Suarez, c'est aussi bouclé. Officiel, après avoir affirmé son soutien vers la Palestine, Anwar El Ghazi est officiellement licencié de Mayence. Donc suite à ce communiqué, le joueur néerlandais de Mayence, El Ghazi a été licencié du club ce vendredi avec effet immédiat. Voilà, il a mis ce message. Et El Ghazi a réagi par rapport à son licenciement sur Instagram. Il a dit: se tenir debout pour ce qui est juste, même si cela signifie se tenir seul. La perte de mon gagne-pain, donc c'est-à-dire de son salaire, de son boulot, d'être footballeur, n'est rien comparé à l'enfer qui se déchaîne sur les innocents et les vulnérables de Gaza. Donc voilà, concernant Anwar El Ghazi, par rapport à son licenciement, en espérant qu'il retrouve très rapidement bien sûr une équipe. Et Wesley Fofana soutient Anwar El Ghazi, licencié par Mayence après sa prise de position dans le conflit israélo-palestinien. Parce que voilà, Wesley, Fofana, le défenseur français, il a mis ce petit message de lui lors d'un match contre El Ghazi avec un petit smiley bien sûr, et le drapeau palestinien. On continue, on va parler, c'est officiel, le Paris FC annonce que tous les billets de ses matchs à domicile seront totalement gratuits jusqu'à la fin de la saison pour les hommes et pour les femmes. Donc cette opération qui est une première mondiale, jamais un club dans le monde du football met tout gratuit, hommes-femmes, pour tous les matchs d'une saison. Après je vous parle dans le football professionnel, bien sûr en amateur tout est gratuit, mais voilà, pour un club professionnel c'était jamais arrivé. Donc concernant à la fois les matchs de l'équipe masculine et ceux de l'équipe féminine, le projet souhaite notamment faire place à la générosité avec la mise en avant d'une association d'utilité sociale ou de bien commun pour une levée de fonds originale à chaque rencontre. Donc voilà, tous les matchs maintenant à Paris FC, si vous habitez à Paris, les gars, pourraient les suivre les matchs gratuitement, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Donc les hommes sont actuellement 16e de Ligue 2 et les femmes sont 2e de DR Arkema, derrière l'équipe de Lyon. Donc voilà, pas mal. Et n'oubliez pas en plus que cette équipe de Paris FC dans le football féminin, elles sont Ligue des Champions. Après, je sais pas, je crois que là c'est plutôt qu'en championnat. Après, est-ce que la Ligue des Champions sera aussi gratuite? Ça, je ne sais pas. Mais voilà, tous les matchs seront gratuit et c'est une première, on peut dire, dans le monde. Donc félicitations bien sûr au club de Paris FC. On va parler de Nabil Fekir, de retour à l'entraînement, et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, Nabil Fekir, et ça fait plaisir à chaque fois qu'on voit un joueur longtemps blessé revenir à l'entraînement, on est content. Donc il était blessé depuis 8 mois d'absence pour Nabil Fekir. Il était blessé tout début d'année, quasiment au mois de février, et il est de retour. Donc normalement il devrait peut-être même jouer ce week-end avec le Betis. Donc ça c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour Nabil Fekir. Martin Terrier devrait être titulaire face à Nice ce dimanche, un gros match à Nice-Rennes, c'est dimanche à 20h45. Pour rappel, sa dernière titularisation en Ligue 1 remonte au 2 janvier dernier face aux Aiglons, où il avait eu une rupture, tiens on peut le voir là au sol, rupture ligament croisé, ce qu'il avait fait louper quasiment 10 mois de compétition. Et si c'est demain les gars, il pourrait de nouveau être titulaire 10 mois après contre Nice, la fois où il s'était blessé. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle aussi pour Terrier. On parlait de Nabil Fekir, c'est la même chose pour Terrier, il devrait être titulaire demain. Pour la première fois depuis 2019, Anthony Taylor est relégué en Championship ce week-end. Vous savez, c'est un arbitre très connu, Anthony Taylor. Il a arbitré pas mal de matchs, il arbitre pas mal de matchs de LDC, des grands matchs de Coupe du Monde, tout ça. Bref, la raison avancée, pourquoi il a été relégué, parce qu'il y a aussi, quand t'es pas bon en tant qu'arbitre,
tu descends d'un niveau, c'est un peu comme au football. Hein. Donc l'arbitre anglais a accordé un penalty controversé à Newcastle le week-end dernier contre Wolverhampton et du coup, à cause de ça, ceux qui gèrent les arbitres l'ont fait descendre d'un palier et du coup Taylor, habitué aux rencontres de prestige, arbitrera le match entre Preston et Coventry ce week-end. Voilà, donc ce ne sera pas un gros match de Premier League, il arbitrera plutôt un match de Championship. Et toujours avec les arbitres en Angleterre, Rebecca Welch va marquer l'histoire du football anglais. Elle va devenir ce week-end la première femme officier en tant que 4e arbitre sur un match de Premier League. C'était jamais arrivé en Premier League, elle va être 4e arbitre lors de cette rencontre. N'oubliez pas qu'en France, on a déjà Stéphanie Frappard qui a déjà arbitré pas mal de matchs de Ligue 1, elle a même déjà arbitré des matchs de Ligue des Champions. Mais en Angleterre, en Premier League, jamais c'est arrivé. Enfin là, je n'ai pas dit qu'elle a arbitré au centre, mais elle sera 4e arbitre. Peut-être d'ici, je sais pas, quelques mois, il y aura une arbitre féminine, enfin fille, qui arbitrera un match de Première Ligue. Officiel, le match entre Brest et Strasbourg ne se déroulera pas à Francis Leblé suite aux dégâts causés par la tempête Ciarán qui a touché bien sûr tout l'ouest de la France là, ces derniers jours. Parce que regardez le stade de Brest, il y a eu pas mal de... Enfin, il y a eu des dégâts en gros pendant cette tempête avec le toit qui a été enlevé. Là aussi, ça a été cassé. Et du coup, le match ne se jouera pas dans ce stade. Il devrait se jouer. Il devrait pas être reporté. Un match, il devrait bien se jouer. Je crois que c'est demain. Je ne sais plus exactement à quelle heure. Il devrait bien se jouer à 15. Normalement, c'est à 15h. Mais dans un autre stade. Je ne sais pas c'est lequel. Donc voilà, concernant cette rencontre entre l'équipe de Brest et l'équipe de Strasbourg. Concernant l'Olympique Lyonnais qui joue demain à 13h contre l'équipe de Metz. Je vous ai dit, c'est un match très important pour les Lyonnais. Et le visage de Fabio Grosso 5 jours après les événements à Marseille, parce qu'il était en conférence de presse. N'oubliez pas qu'il avait un ITT, c'est-à-dire qu'il voulait, s'il voulait, il ne pouvait plus travailler pendant 30 jours, mais il est déjà de retour. Voilà, Fabio Grosso. Et sur son état de santé, 5 jours après les incidents, il a dit ça va mieux, ça doit aller mieux, même si on est déçu, fâché, énervé. On a passé une journée très triste pour le sport. Cette journée doit faire réfléchir le sport. On ne peut pas se mettre en danger, on ne peut pas mettre en danger la vie des gens. Mon œil et ma santé, ce n'est pas ça. Il arrive une bouteille quand j'ai tourné ma tête, ce n'est pas mon message, ce n'est pas moi le problème. Il y a eu des choses inacceptable pour notre bus, celui des supporters. On a vécu quelque chose qu'on a eu peur de ne pas pouvoir raconter. Voilà, c'est vrai que c'est très grave ce qui s'est passé, on se souvient. Dimanche soir du côté de Marseille. Donc il pointe également les défaillances de la sécurité. Il a dit j'ai l'impression qu'on est entré au stade avec 2 motos et 2 voitures de police comme escorte, ce qui fait quand même très peu. Et quand on est sorti quand ils sont sortis du stade pour rentrer chez eux à Lyon, il y avait plus de 25 camionnettes et motos. Donc voilà, il y avait très peu au début. Sont arrivés, mais vu qu'après ce qui s'est passé, après pour quitter Marseille, là il y avait beaucoup de motards, de camions de police pour escorter le bus. Ça aurait dû être l'inverse, bien évidemment. On essaye de faire des choses, après on devrait les faire avant. Il a également dit je n'ai rien contre Marseille, les supporters, il ne faut pas attendre quelque chose de plus grave pour prendre des décisions. J'espère que ce n'était pas des supporters de l'OM et que c'était des gens avec rien dans la tête. Il faut prendre des décisions. Et toujours avec lui, il a dit je suis très attentif aux décisions qui vont être prises parce que le match, n'oubliez pas, va être rejoué normalement, je crois que c'est le 6 décembre, ça sera mercredi soir. Après, on ne sait pas encore où, ça sera Marseille. Si c'est à Marseille, est-ce que ça sera avec ou sans supporters, ça on ne sait pas. C'est juste que ça sera le 6 décembre. Et lui, il va être attentif aux décisions qui vont être prises parce que là, il y a des décisions bien sûr qui seront prises du côté de Marseille par rapport à ce qui s'est passé dimanche dernier. Et concernant Marseille, parce que Marseille ce soir reçoit l'Olympique, l'OM reçoit l'équipe de Lille. Et officiel, les supporters du LOS sont interdits de déplacement au Vélodrome. Pourtant, c'était ok, ils pouvaient venir, mais jusqu'à hier matin, c'était hier vendredi matin, gros, ils ont appris que c'était pas possible de se déplacer, les supporters lillois. Donc, tandis qu'il y avait quand même 250 supporters qui étaient normalement, qui avaient déjà leur billet pour venir du côté de Marseille. Donc, un arrêté publié ce vendredi matin a finalement interdit leur déplacement et les différentes sections de fans nordistes ont été prévenues. Donc bien sûr, ils ont été très déçus, donc ils ont été interdits par rapport tout simplement à ce qui s'est passé dimanche dernier. Et le communiqué de Lille sur l'interdiction de déplacement, donc eux, ils sont bien sûr très déçus. Le club se montre extrêmement surpris de cette décision prise par le ministre de l'Intérieur et plus particulièrement de son timing, puisqu'il n'a été aucunement question de cette interdiction lors des échanges s'étant tenus. C'était jeudi, il y a eu des échanges, tout était ok, voilà, les supporters pourront venir. Et le lendemain, le vendredi, en gros, ils ont appris qu'ils ne pouvaient pas venir. En gros, il y a eu un communiqué de la préfecture des Bouches-du-Rhône pour dire que c'était pas possible. Voilà, les supporters lillois, voilà, pas encore qu'il y ait d'échauffourée. Donc les supporters, bien sûr, sont aussi très déçus
comme Damien Février qui est le président des Dogs, donc en gros c'est-à-dire le groupe de supporters lillois. Il a dit: notre réaction c'est d'être abasourdi, estomaqué, outré, il n'y a pas de mots, le club et les autorités locales ont fait un travail titanesque pour que ce déplacement puisse se faire dans les meilleures conditions possibles en assurant la sécurité des joueurs et des supporters. Jeudi, on avait encore des informations de la LFP, de la préfecture qui nous assuraient que le déplacement aurait bien lieu, voilà, pour les supporters lillois à Marseille. Ce matin c'est la stupéfaction, donc hier matin, vendredi, on ne s'y attendait pas du tout, tout était prêt, le bus était plein, les achats effectués, les voitures déjà chargées. Un déplacement comme ça coûte entre 6 000 et 7 000 euros, c'est très cher. Les supporters qui viennent avec nous paient leur place, donc ça amortit, mais c'est un investissement très lourd. Un bus pour Marseille c'est 5 000 euros, en plus c'est loin, Lille-Marseille, voilà, il faut organiser tout ça bien sûr pas mal de jours, voire des semaines avant. Donc cette somme est perdue aujourd'hui, les produits frais achetés sont bons pour la poubelle. Au-delà de la douleur de ne pas pouvoir soutenir nos dogs, on a avancé beaucoup de frais, on a une petite section de 70 adhérents avec un tout petit budget. On a travaillé pendant un an pour récolter des fonds. Aujourd'hui si on perd ça, on met quasiment la clé sous la porte. Donc voilà, c'est qu'ils ont investi beaucoup d'argent et du coup ce déplacement ne peut pas se faire. C'est pour ça qu'ils sont très très déçus. Les supporters lillois et les supporters du LOSC font déjà face à leur deuxième interdiction de stade en 6 déplacements de Ligue 1 cette saison, parce qu'ils n'avaient déjà pas eu le droit de se déplacer à Lens lors du derby il y a à peu près un mois. Lens-Lille, là c'est la même chose, déjà 2 fois ils n'ont pas le droit de se déplacer. Surtout ça ils l'ont appris quand même hier, la veille du match, alors que contre Lens ils l'avaient appris quand même quasiment 2 semaines avant. Donc voilà, ils n'avaient pas pu, ils n'étaient pas obligés de faire les frais tout ça avant, que là ils ont dû acheter plein de trucs, puis du coup c'est bon pour la poubelle. Donc voilà, concernant cette rencontre, officiel, Simone Inzaghi est élu entraîneur du mois d'octobre en Serie A. On le félicite bien sûr, le coach de l'Inter Milan. On va parler de Léo Messi, a présenté son 8e ballon d'or à l'académie de l'Inter Miami. En gros l'académie c'est en gros le centre de formation de l'Inter Miami où il y a tous les jeunes. Il est arrivé Léo Messi avec son coffret avec le ballon d'or pour le montrer bien sûr à tous ces jeunes joueurs du côté de Miami. Et l'Inter Miami affrontera le New York City dans un match amical le 10 novembre prochain pour célébrer le 8e ballon d'or de Léo Messi, parce que vu qu'il n'y a plus de match pour l'Inter Miami, je dis le prochain match officiel ça sera un match au mois de février, la première journée de MLS, parce que là vu qu'ils ne sont pas qualifiés en playoff, donc du coup pendant 4 mois c'est vacances, et du coup c'est pour ça ils vont organiser un petit match le 10 novembre là, dans 6 jours pour célébrer tout simplement le 8e ballon d'or de Léo Messi. Et toujours avec la cérémonie du ballon d'or, on a parlé un petit peu tout à l'heure, je me souviens avec les classements, et concernant les prochaines éditions, et c'est officiel, l'UEFA co-organisera le ballon d'or avec France Football à partir de l'année prochaine, que là c'était seulement France Football qui organisait la Coupe du Monde, la ballon d'or, donc là il y aura France Football et l'UEFA ensemble, on peut dire. Donc la cérémonie qui avait lieu toujours à Paris pourrait désormais être organisée dans d'autres villes. Ça se peut que l'année prochaine édition, ça soit à Madrid, à Londres, à Berlin, je sais pas, mais voilà, ça sera plus maintenant que à Paris, parce qu'avant c'était toujours à Paris. Donc ça sera dans d'autres villes. Le trophée du joueur UEFA de l'année qui existait depuis 2011 ne sera plus attribué. Il y aura des nouvelles, deux nouveaux titres les gars, entraîneur masculin de l'année et entraîneur féminin de l'année. Donc là pour l'instant il y avait déjà 8 distinctions qui ont été données lundi dernier. Il y en aura 10 maintenant avec les deux ballons d'or, on peut dire meilleur entraîneur masculin et fille. Concernant les critères du ballon d'or, donc là ça bouge pas les gars, sera toujours la même chose. Et voilà, et concernant, comme j'ai dit, que le prix UEFA les gars n'existera plus. Donc par exemple les derniers vainqueurs, par exemple Haaland l'avait remporté cette saison, Benzema l'a remporté, Jorginho, Lewandowski, Van Dijk, Luka Modric ou même Ronaldo. Donc voilà, ce prix UEFA, vous savez ce prix là, The Best, en gros c'est fini, ça n'existe plus, vu que maintenant ça sera France Football avec UEFA directement pour la cérémonie du ballon d'or. Plus de 2 mois d'absence après, donc Pedri est de retour dans le groupe du Barça pour ce week-end. Vous savez que le Barça ce soir se déplace à la Real Sociedad et Pedri est dedans. Et ça faisait plus de 2 mois qu'il n'était pas là, plus là parce qu'il était blessé. On peut voir le numéro 8, Pedri. Donc ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour l'équipe de Xavi. Lui aussi les gars, il pourra enfin peut-être jouer ses premières minutes avec le Real Madrid demain. C'est le jeune Arda Güler qui s'entraîne avec le Real. Le jeune Turc est disponible pour être inclus dans le groupe du club merengue afin d'affronter le Rayo Vallecano demain soir à 21h. Le Real reçoit le Rayo Vallecano et devrait dans le groupe Arda Güler, ce serait peut-être ses premières minutes du côté du Real depuis son arrivée en août dernier. Coup dur ça pour Manchester, on sait que déjà Manchester United, c'est défaite sur défaite, 2 fois 3-0, ils ont pris les 2 derniers matchs en plus à domicile. Donc ils jouent à Fulham là à 13h30 et devront faire sans Casemiro parce qu'il est absent plusieurs semaines. Il est touché aux ischio-jambiers, donc l'ischio-jambier c'est une blessure souvent récurrente, c'est une blessure derrière la cuisse, peut-être une pointe tout simplement. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. Casemiro, il va manquer beaucoup à Manchester parce que c'est quasiment le meilleur joueur de Manchester depuis son arrivée. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Lewis Hamilton avec un survêtement du Brésil des années 90, le flow intersidéral, voilà, juste pour
pour finir avec ce pilote de Formule 1, mais surtout avec la veste de la sélection brésilienne. Bon, il y a pas mal d'années, on peut voir, il y avait seulement 3 étoiles bien sûr, de vainqueur de la Coupe du Monde. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien évidemment, pour le prochain numéro du ZI. Moi je vous laisse, je vous souhaite un bon samedi et à demain.